Bienvenue à tous. En plein débat sur les récidivistes, les décisions que rendra demain le tribunal d'application des peines d'Arras prennent un relief très particulier. Il s'agit en effet de répondre aux demandes de libération de deux détenus exceptionnels. Lucien Léger, le plus ancien prisonnier de France, 41 ans derrière les barreaux, et Nathalie Ménigon, ancienne militante du groupe Action Directe. Liberté conditionnelle, maintien en détention, suspension de peine, loi Kouchner, pour qui, pourquoi, jusqu'où? Pour répondre à ces questions, Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Francis Vuillemin, avocat de Maurice Papon, qui a bénéficié de la loi Kouchner pour sa libération. Tout est effectivement compliqué dans ces dossiers. Pour éclairer le débat avec vous, maître Henri Leclerc, on va faire un petit peu de pédagogie. Suspension de peine, liberté conditionnelle, loi Kouchner, quelles sont les principales différences, rapidement? La suspension de peine est la libération conditionnelle est une mesure qui existe depuis plus de 120 ans. C'est une mesure qui est destinée à éviter la récidive pour les gens qui présentent des gages de réinsertion sociale et qui peut être prononcée après l'expiration de la période de sûreté, soit à mi-peine, lorsque la moitié de la peine a été accomplie pour les détenus qui sont condamnés pour la première fois, soit à 2/3 de peine pour les détenus qui sont condamnés la deuxième fois. Ce qui est en cause, c'est donc l'avenir et le fait d'éviter la récidive. La suspension de peine, qui résulte de la loi Kouchner, est une mesure qui consiste pour les condamnés dont le pronostic vital est en cause ou qui présentent une condition durable incompatible de santé incompatible avec la détention, la formule est à peu près celle-là, oui. De les libérer compte tenu de leur état de santé, qui est totalement incompatible avec la détention ou qui est le pronostic vital, c'est-à-dire qu'ils vont mourir très prochainement. Oui. C'est donc deux mesures qui ont de nature tout à fait différente. Alors, globalement, cette loi Kouchner, puisqu'on en parle, quel bilan en faites-vous, maître Vuillemin? Le bilan, il est trop tôt pour le faire. Ce que je sais, c'est que la libération de Maurice Papon... mars 2002, quand même, ça fait plus de 5, ça fait la libération de Maurice Papon en septembre 2002, ça fait bientôt 3 ans, au-delà de la polémique, a ouvert en tout cas la possibilité à d'autres avocats, pour d'autres détenus, d'utiliser cette loi. Qu'elle soit insuffisamment appliquée, insuffisamment effective, c'est certain, mais enfin elle existe. Et il n'appartient qu'à ceux qui ont la charge de détenus, je parle des avocats malades ou âgés, d'exercer les recours, dont il faudrait probablement raccourcir les délais, effectivement, car dans certaines circonstances, on l'a vu dans votre reportage, 5-6 mois de procédure, c'est peut-être le temps qu'il faudra à la personne pour mourir ou pour... la personne peut avoir besoin de soins immédiats. Or, en prison, on n'est pas soigné. Oui. La loi veut prendre en considération les gens dont le pronostic vital est impossible. C'est vrai que la première application de la loi a été faite pour quelqu'un qui posait, je dirais, le plus lourd des problèmes, puisque c'est quelqu'un qui avait été condamné pour crime contre l'humanité, pour complicité de crime contre l'humanité. Donc ça posait le plus lourd des problèmes. Eh bien, la loi a été appliquée et la Cour de cassation a expliqué que la gravité des faits eux-mêmes ne pouvait pas être prise en considération. La seule chose qui est à prendre en considération, c'est l'état de santé de la personne. Et ça, c'est un concept général de dignité humaine qui est un concept qui nous dépasse tous également et qui fait que ce n'est pas un bénéfice qu'on donne à la personne. Oui. C'est simplement que la dignité fait que la prison n'est pas faite en définitive pour que les gens y soient en mœurs de la prison. Oui. Voilà. Alors, Francis Vuillemin, c'est une question d'humanisme. Henri Leclerc l'a bien exprimé. La prison ne devrait être que la privation de liberté. Or, elle est plus et autre chose. Comme je l'ai dit, en prison, on n'est pas soigné. Donc, est-ce que l'exécution d'une peine doit conduire à l'interdiction pour un homme, car le détenu reste un homme, à l'interdiction d'être soigné, à la privation du droit de mourir avec sa famille? Je dis non. Alors, il y aurait peut-être une amélioration à apporter à cette loi. C'est de faire participer les victimes, par l'intermédiaire de leurs avocats, au processus de suspension de la peine. C'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy, c'est ça? Oui. Peut-être, exactement. Qu'au moins les victimes et leurs avocats, dont on peut imaginer que souvent elles s'opposeront à la libération, souvent, ça ne veut pas dire toujours, mais cette mesure permettrait au moins
que, participant au processus, elles comprennent les raisons objectives, médicales, dramatiques, pour lesquelles on va suspendre une peine. Comprendre au moins. Car pour le moment, l'état du droit fait que les victimes ne sont même pas destinataires, n'ont même pas connaissance, par exemple, des rapports d'expertise médicale. Ce qui est assez anormal. Bon, pour Michel Fourniret, on voit ce qu'il a fait après. Donc, Maître Villemin. Attention, la loi sur la suspension de peine... en suspension de peine. La loi sur la suspension de peine, la loi Kouchner, n'est pas faite pour la réinsertion. C'est pas la loi Kouchner. La libération conditionnelle, on parle pas de la loi Kouchner, la libération conditionnelle est destinée au futur, permettre une réinsertion. La loi Kouchner sur les droits des malades, elle, ne permet aux détenus que de se faire soigner ou de mourir en prison, avec cette précision que ce n'est qu'une suspension de peine. C'est-à-dire que, dans l'hypothèse d'une maladie grave dont est frappé un détenu qui conduirait à sa libération, cette suspension de peine pourrait prendre fin dans l'hypothèse où sa maladie serait guérie. D'ailleurs, il y a un suivi. C'est-à-dire que Maurice Papon, pour prendre son exemple, à la suite de sa libération, a fait l'objet d'une, puis une deuxième expertise médicale qui, d'ailleurs, l'année suivante et l'année d'après, toutes ont conclu de la même façon. L'incompatibilité durable de son état avec la détention. Donc ce n'est que temporaire, ce n'est qu'une suspension. Est-ce qu'à vos yeux, un repentir est nécessaire pour une libération? Maître Leclerc. La notion de repentir est une notion qui n'est pas une notion de droit. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir s'il y a un repentir ou s'il n'y a pas un repentir. Ça, c'est un problème qui concerne la conscience des personnes. Le problème est de savoir s'il existe des gages objectifs de réinsertion sociale. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte et c'est ça qu'exige la loi. Est-ce que il y a dans le comportement de la personne, dans son projet d'avenir, est-ce qu'il y a un gage de réinsertion sociale? C'est ça que doivent voir les juges. Et ça, lorsque la vérification est faite, on sait que ça marche. C'est-à-dire qu'on sait que la libération conditionnelle, depuis 120 ans, a réduit la récidive dans des conditions considérables. Bon, donc le problème, c'est effectivement celui d'un projet et c'est celui d'un suivi. Francis Vivien, vous souhaitez ajouter? Oui, l'absence de remords, de repentir, de repentance, qui est de l'ordre moral, ne signifie pas volonté de réitérer une infraction. En toute hypothèse, comme ça a été dit tout à l'heure, la libération conditionnelle tend à réduire les risques de récidive. Donc c'est un point fondamental, avec cette précision que si une libération conditionnelle n'est pas prononcée, en toute hypothèse, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, la personne sortira inéluctablement, avec toujours ce risque possible de récidive qui n'aura pas été réduit grâce à la libération conditionnelle, dont par hypothèse, dans le cas où elle n'aurait pas été prononcée. Tout cela pour dire que le problème de la récidive, qu'il y ait libération conditionnelle ou pas libération conditionnelle, mais purge totale de la peine, se posera de toute façon et inéluctablement. Sinon, la seule solution, ce serait de condamner à perpétuité tout le monde pour n'importe quelle infraction. Oui, Leclerc. Moi, je veux dire que j'ai connu dans ma vie, ma longue vie professionnelle, des gens qui ont été connus pour des crimes abominables, qui ont été placés en libération conditionnelle et qui ont fait des réinsertions exceptionnelles. Ça, je tiens à le dire parce que c'est un témoignage important. C'est essentiel de savoir que cela existe. Et j'ai connu des gens qui n'ont pas eu de libération conditionnelle et qui ont récidivé. Et donc, il faut bien voir où est la question. C'est l'aide. La libération conditionnelle, c'est une condition, comme le disait Gabriel Mouescat tout à l'heure. C'est une condition. C'est-à-dire qu'il faut que les gens accomplissent un certain nombre de choses. Il y a une aide, une surveillance. Si, effectivement, la libération conditionnelle est conçue sans qu'on mette les moyens, qui sont les moyens nécessaires à la libération conditionnelle, alors, effectivement, c'est une mesure qui n'est pas satisfaisante en soi. Et le problème est là, le problème n'est pas de supprimer la libération conditionnelle, le problème n'est pas celui de mettre des peines planchées, le problème est celui de donner les moyens suffisants pour que la libération conditionnelle soit efficace. Premièrement, les statistiques de récidive dans les cas de grande délinquance sexuelle ne sont pas plus forts qu'ailleurs, ils seraient même peut-être inférieurs. Ouais. C'est ce que disent en tout cas les spécialistes. Mais c'est pas normal, comment ça se fait? Premier point. Attendez, interroger les criminologues à ce sujet, n'est-ce pas? Interroger des spécialistes de la statistique. Bon, ça c'est le premier point. Moi je la prends comme elle est, la statistique. Okay. Le deuxième point, c'est que ce que vous
ce qui est de dramatique, ce que vous contestez, ce n'est pas le principe de la libération conditionnelle dans ce cas-là. Ce n'est pas le principe. C'est le fait que la libération conditionnelle n'a pas été effectivement suivie d'un certain nombre de mesures. Là, effectivement, et c'est un problème de moyens. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner des moyens et non pas faire des lois. Oui. Quels que soient les... Sur ce point, Absolument. Vous êtes d'accord, il n'y a pas assez de moyens? Je suis d'accord, il n'y a pas assez de moyens. Il y a des mots forts qui ont été prononcés. Il faut les augmenter, accompagner les personnes qui seront libérées. Mais quels que soient les moyens et l'ampleur des moyens que l'on mettra en œuvre, il y aura toujours des récidives. De la même manière qu'il n'y a pas de société sans crime, le crime zéro n'existe pas, la guerre zéro mort n'existe pas, il y aura toujours des accidents, c'est-à-dire des personnes qui, en dépit des moyens, des accompagnements, réitéreront les crimes. Et malheureusement, c'est sur ces cas précis, qui sont de plus en plus rares, que se focaliseront les médias, l'opinion publique, qui alors dira que les moyens sont toujours insuffisants, etc. etc. Il n'y aura pas d'éradication absolue de récidive. Sur ce sujet, je ne suis pas tendre avec la façon dont les choses sont conduites depuis un certain temps en matière judiciaire, mais la réorganisation du système de l'application des peines est tout de même quelque chose qui est important. Les juges d'application des peines, d'abord, ont plus de pouvoir aujourd'hui, et surtout, on a créé le tribunal de l'application des peines. On a créé un tribunal de l'application des peines pour les cas les plus graves, les plus importants, pas pour les petites récidives, pas pour les petites peines, mais pour les peines les plus graves, on a créé un tribunal de l'application des peines, où ils sont plusieurs, effectivement, pour prendre ces décisions. Le problème n'est pas tellement celui de la décision du juge de l'application des peines qui a effectivement regardé un dossier, mais attendez, le dossier, c'est pas le juge de l'application des peines tout seul qui le fait, c'est la commission d'application des peines, c'est la prison, c'est les surveillants de prison, les médecins, le directeur, les médecins, les psychologues. Les dossiers, un dossier de libération conditionnelle, c'est un dossier lourd, épais, qui nécessite une décision, et au bout du compte, c'est une décision judiciaire qui peut de surcroît être soumise à la chambre d'application des peines de la Cour d'appel aujourd'hui. Et dans la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel, que ça soit bien ou que ça soit mal, il y a un représentant des associations de réinsertion et un représentant des associations de victimes. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, les mécanismes de mise en liberté conditionnelle sont des mécanismes solides. Le problème est celui de la réalité du suivi. Alors, rapidement, pour conclure cette émission, Nathalie Ménigon, dont on parlait, est en partie hémiplégique, dépressive. Francis Humain, elle doit bénéficier de la loi Kouchner comme Maurice Papon? Je n'en sais rien, pas le dossier. Si effectivement les rapports médicaux établissent cela, on peut penser qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une suspension de peine. Et on peut penser que sa place n'est plus en prison. Il n'y a pas d'opposition de principe? Évidemment pas. Maître Leclerc, il se trouve que vous avez participé à la défense de Lucien Léger. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Au moment où il a été défendu, je suis... 41 ans derrière les barreaux. C'est quoi votre commentaire aujourd'hui? J'ai connu cet homme au départ, j'ai connu cette affaire dramatique, tragique, qui avait secoué l'opinion publique. Le meurtre d'un enfant, on le rappelle. Cet homme a été condamné à bénéficier des circonstances atténuantes que lui ont accordé les jurés, puisqu'il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à une époque où la peine de mort existait, il ne faut pas l'oublier. Et il y a 41 ans qu'il est en prison. Je le dis, moi je l'ai suivi pendant un certain nombre d'années. Nous sommes toujours heurtés sur ce sujet à une obstination des autorités. Et je dis que la détention de cet homme qui est... On va passer dans cette affaire, on va passer de la libération conditionnelle à la suspension de peine. C'est-à-dire que on va y arriver. C'est-à-dire que là, nous sommes en face d'une situation d'exception que je n'arrive pas à comprendre. Je ne suis plus son avocat aujourd'hui, mais je n'arrive pas à comprendre cette situation. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Le journal, c'est tout de suite, c'est sur LCI.